50. Non, ce n'est pas mon âge, quoique. Par contre, c'est le numéro de l'épisode que vous allez bientôt écouter. C'est un épisode un peu particulier. Alors, quand j'ai monté ce podcast, jamais j'allais imaginer arriver à 50 numéros. Ben, je me dis, oh là là, t'as encore rien fait et la route est tellement longue, il y a tellement de gens fantastiques à rencontrer et à vous faire partager. Alors pourquoi faire un podcast sur moi? Pourquoi parler de moi? Parce que régulièrement, vous m'envoyez des messages en me disant « Il faudrait que tu te mettes un peu plus en avant. » En fait, j'aime pas trop. Et je trouve que le podcast, le moment que je vous fais partager, ce sont des moments consacrés à mes invités. Du coup, j'ai cédé. Et pour ce numéro spécial, j'ai décidé de vous parler de moi en une seule fois, pour ce numéro 50, et vous donner enfin ma combinaison. Merci infiniment, vraiment infiniment pour votre fidélité et pour vos messages. Bonne écoute. Salut Frédéric, comment ça va? Salut Anne-Claire, écoute, ça va? Comment tu te sens? À passer sur le grill? Ouais. Écoute, voilà, on va bien voir. Est-ce que tu veux expliquer aux auditeurs, aux auditrices ce qui est en train de se passer là? On est au 50e épisode et qu'est-ce que tu as voulu faire? Donc ça fait 50 épisodes effectivement qui arrivent et je cherchais une idée pour faire une 50e. Alors soit avoir un super invité, mais j'en ai quand même 49 autres magnifiques. Donc être au-dessus d'eux, c'était impossible. Et puis je me suis dit, écoute, avec le nombre de messages que j'ai où on me dit, on voudrait en savoir un peu plus sur toi, etc. Je me suis dit, pourquoi ne pas passer derrière le micro et un peu expliquer un peu plus. Si tu veux, dans ma démarche, pour ceux qui me connaissent bien, en fait, j'aime pas trop me mettre en valeur. Je préfère mettre en valeur mes invités. Et je pensais pas, mais c'est une sorte de mini reproche qui m'est fait. Et du coup, me voilà. Ah bon, on te reproche vraiment? On te dit quoi? Qu'est-ce qu'on te dit pour te reprocher? On me dit que je devrais un peu plus parler de moi et un peu plus parler de qui je suis, mes affaires, etc. Je suis pas sûr que ça intéresse grand monde, mais manifestement, ça t'intéresse à toi. Eh bien, tous ceux qui t'ont réclamé d'en savoir un peu plus sur toi, ils vont être contents aujourd'hui parce que c'est justement l'objet de cet épisode. On va creuser un petit peu pour savoir qui est Frédéric et qui est cette voix qui est derrière le podcast La Combinaison qui pose tant de questions à des invités. Présente-toi quand même, toi aussi. Oui, qui je suis? Je m'appelle Anne-Claire Leca. Et j'habite à Barcelone et dans la vie, je suis passionnée de podcast à tel point que j'en ai fait mon métier et que j'accompagne des podcasteurs et podcasteuses indépendants à faire grandir leur podcast et à augmenter l'impact auprès des gens à qui ils s'adressent. Dont moi. Dont toi, Frédéric, exactement. Voilà. Du coup, j'ai envie d'adopter une trame un peu classique et qu'on aille qu'on revienne aux sources, qu'on revienne aux origines du phénomène Frédéric Azoulay et qu'on rembobine un petit peu. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu as grandi et quel genre d'enfant t'étais? Alors, où j'ai grandi, j'ai fait toute ma vie. Alors, ça s'entend, j'essaie de le cacher de temps en temps, mais ça s'entend de temps en temps. Je suis né à Marseille et j'ai grandi et puis j'y suis depuis quand même quelques années. J'avais des parents qui me disaient il faut pas dire jeune, il faut dire jaune, il faut pas dire Guillaume, il faut dire Guillaume, tu vois. Et donc j'essayais de corriger mon accent, pas par complexe, attention, parce que c'est comme ça, c'est l'éducation que j'ai eue. Une enfance assez tranquille. J'ai beaucoup voyagé, j'ai parcouru le monde avec mes parents, on a fait pas mal de choses. Une enfance tranquille, pas un gros travailleur à l'école, je faisais juste ce qu'il fallait faire, rien de plus. Mais par contre, intéressé par tout, mais tout. Je faisais tout petit de la météo, je notais pendant 3 ans, je notais la température, l'hygrométrie, les nuages, les machins. En même temps, je faisais du tennis, en même temps, je faisais du violon, en même temps, je faisais de l'informatique. Enfin voilà, j'ai toujours été passionné par tout. Petit dormeur même aujourd'hui, parce que je trouve qu'en dormant, on perd son temps. Et parce que j'ai envie de parcourir le monde, quoi. Mais le monde, pas le monde au sens global, le monde de voir tout ce qu'il y a à savoir. C'est un peu une sorte de maladie, peut-être, hein.
Tu penses que cette curiosité, elle a été initiée par ton éducation? Tu me disais que tes parents t'ont emmené en voyage. C'est assez rare, j'imagine, à ton époque d'avoir fait autant de voyages. Est-ce que c'est une valeur que tes parents ont mis en avant aussi, la curiosité, l'ouverture à ce qui est nouveau? Alors j'ai essayé d'inculquer ça à mes enfants aussi. On a pas mal voyagé aussi. Je trouve que, tu sais, quand tu vas... l'expérience de la vie, je parle pas des grandes expériences type un boulot, etc. Mais quand tu vas, par exemple, dans un pays, je pense que tu vois des images et jusqu'à la fin de tes jours, ces images, tu les auras. Moi, j'ai des souvenirs en Asie ou aux États-Unis ou en Afrique à voir des choses que j'ai jamais oubliées, quoi. J'ai jamais oublié. Et ça peut être des choses hyper récentes, comme des choses que j'ai vécues quand j'avais 4 ans. Enfin, peut-être pas 4 ans, mais 8 ans. C'est vraiment... je pense que les voyages forgent vraiment la curiosité. Voilà, tu découvres des choses. Alors, je parle du voyage où tu vas un peu te balader. Je parle pas du Club Med enfin, j'y suis allé beaucoup aussi. Mais je parle pas de la croisière. Je parle des trucs où tu vas te mêler au monde ou te mêler à la population. C'est ça qui est intéressant. Je vois. Et tu mentionnais pas mal d'activités extrascolaires. Est-ce que c'est tes parents qui t'y ont encouragé de proposer plein de choses de nouvelles, ou c'était plus à ton initiative, je voudrais tester ça, je voudrais tester ça? Non, je crois qu'au début, surtout quand j'ai eu mon premier ordinateur qui a changé ma vie, un Apple IIe à l'époque, en je sais plus quelle année, il y a très très longtemps, avant évidemment le Mac et le PC, tout ce qu'il y avait, je pense que ça a changé ma vie, mais au début, je pense que tu fais du sport parce que il faut faire du sport, parce que tes parents te demandent de faire du sport ou de la musique. J'ai fait du piano par exemple, c'était pas franchement un plaisir au début, mais après quand tu commences à faire des notes et quand tu commences à taper un peu dans une balle de façon un peu bien, après le plaisir arrive. Mais je pense qu'au début on t'oblige un peu, enfin il faut le faire, quoi. Comme les filles font de la danse. Après il y en a qui adorent ça, hein, mais je sais pas, j'ai toujours été, je l'ai fait. Tu me parles de cet ordinateur que tu as reçu et qui a changé ta vie. Tu veux un peu m'expliquer, me faire vivre un peu cet état d'esprit d'un petit garçon qui reçoit un ordinateur? Ça doit être un truc du futur. Est-ce que tu peux me raconter un peu d'où ça t'est venu? Comment t'as entendu parler d'un ordinateur pour la première fois? Comment ça se fait que t'as eu la chance d'avoir un ordinateur à ce moment-là? Vas-y, dis-moi un peu plus sur cette anecdote. Alors, c'est rigolo parce que, tu vois, quand je rencontre dans les podcasts des gens comme Éric Larchevêque ou Fred Potter, qui sont de ma génération, on a à peu près vécu la même chose. C'est-à-dire toucher à un moment un ordinateur, s'amuser à l'époque, on appelait ça programmer, maintenant on appelle ça coder. Si tu veux, à l'époque, mon père avait une entreprise et puis, en même temps, Apple présentait l'Apple IIe, qui était un phénomène pour l'époque, avec des bourses d'échange de jeux, etc. Et j'ai fait croire à mon père que j'allais programmer sa comptabilité. Et je dis ça... C'est un margoulin, quoi. Voilà, un margoulin. Et que j'allais faire un super truc, etc. Bon, finalement, écoute, pour l'époque, je m'en souviens encore, mon père m'avait acheté un ordinateur pour lui, enfin pour l'entreprise et pour moi. Et ça coûtait à l'époque 18 000 francs. Donc c'est déjà quand même une somme pour l'époque. Et bon, évidemment, j'ai jamais fait le truc de comptabilité. Et comment il a réagi, ton père, quand il s'est rendu compte qu'il s'était fait avoir? Il a compris, mais de toute façon, il avait pas mal de combats qu'il a perdus avec la famille, etc. C'est autre chose. Mais si tu veux, j'ai découvert la possibilité de customiser les choses. Tu vois, on en parlera certainement tout à l'heure. Je vais sortir des épisodes solo bientôt, on va en parler. Et notamment, je travaille sur une histoire qui est l'histoire de Lego. Et tu vois, Lego, par exemple, c'est dans l'histoire d'Ole, qui est Ole Christensen, qui est le patron. Il faisait des jouets en bois. Et ce qu'il a inventé, lui, par rapport aux autres, c'est la possibilité d'avoir des jeux qui étaient prêts à jouer, prêts à construire. Tu vois, autrement dit, c'est pas figé. Et l'ordinateur, par rapport à... Parce que j'ai eu, même avant ça, j'ai eu Pong, tu dois même pas connaître, c'est des trucs que tu jouais sur la télé, etc. C'est des les casse-briques et tout ça qu'on jouait sur la télé à l'époque. Tu vois, tu mettais ta cartouche, comme aujourd'hui, presque une PS3 ou une PS4 ou une PS5. Tu mets ta cartouche et puis c'est bloqué, en fait. Tandis que l'ordinateur, ça ouvre la possibilité
de faire ce que tu as envie de faire, de programmer ton jeu, de programmer ton tableur, de programmer tout ce qu'on veut, quoi. C'est ça qui m'a donné, et c'est ça qui a vraiment développé ma curiosité encore plus. On peut dire que ça a développé ta curiosité, et aussi ça t'a donné une expérience créative, le fait d'imaginer quelque chose, de le concevoir et de le voir grandir entre tes mains, c'est quelque chose qui est important pour toi? Ah ben oui, parce qu'en plus ça a fait que même quand après j'ai eu mon IBM PC plus tard, tous mes copains quand j'étais en fac venaient me voir pour bidouiller un truc en informatique. Aujourd'hui encore, c'est mon métier quand même. Hein. Enfin, je suis dans l'e-commerce, mais c'est mon métier de l'informatique. J'adore fouiller. Internet, ça a été encore une deuxième étape, parce que c'est encore une fois, tu sais, c'était, on s'en souvient pas, hein, mais moi le film qui faisait fantasmer, c'était War Games. C'est un film dans lequel tu pouvais te connecter, ce que j'ai fait moi d'ailleurs, parce que on en parlera tout à l'heure. Je me suis connecté à Internet extrêmement rapidement, très très tôt. Et à l'époque, on mettait les modems un peu, le téléphone qui était branché sur une sorte d'appareil qui se connectait, et ça t'ouvrait, à l'époque ça s'appelait des BBS, ça t'ouvrait la possibilité d'aller te connecter sur des réseaux, chose qu'aujourd'hui on fait facilement, hein. Mais à l'époque non, c'était fermé quoi. Donc ce côté aussi un peu exploration, découvrir des autres mondes, là c'était des mondes digitaux. Ah oui, vraiment. Est-ce que tu avais un rêve quand tu étais petit? Tu t'imaginais comment quand tu serais grand? Alors je voulais être pilote de ligne. Ah ouais? Ouais, je voulais faire pilote de ligne. À cause de tes voyages? Alors, jusqu'à pas très longtemps, il faut voir un peu le genre de personne que je suis. Tu m'amènes par exemple à l'autre bout du monde faire un safari. Ça va durer 15 jours. J'arrivais, j'étais hyper content de prendre l'avion, et je me languissais que les 15 jours se passent pour reprendre l'avion, pour repartir. Il faut être un peu détraqué quand même. C'est-à-dire, voilà, ça n'empêchait pas que je passais quand même de bonnes vacances. Mais si tu veux, voilà, j'ai toujours été passionné d'avion. T'incarnais le proverbe de manière littérale. Ce qui est important, c'est le voyage, c'est pas la destination, c'est ça? Exactement. Et donc, c'est pour ça que quand j'ai interviewé encore une fois des Dorine Bournoton, des Frankie Zapata, ou l'épisode qui sort aujourd'hui, c'est un pilote de chasse patrouille de l'air, ça me fascine. Et pilote de ligne, alors tu peux le voir, beaucoup de gens m'ont dit, ouais, c'est de façon un peu réducteur, ouais, finalement, c'est un conducteur de bus quelque part. C'est très fatigant aussi, il y a tout un tas de trucs, mais aujourd'hui encore, quand je vois un avion ou un hélicoptère dans le ciel, ça me fait quelque chose. J'ai une application d'ailleurs qui s'appelle Flight Radar 24 où je suis les avions. Voilà, mais je suis un dingue de tout ça, quoi. Donc ça fait déjà 2 passions que je te livre. Hein, oui. Du coup, qu'est-ce qui te faisait exactement rêver? C'était quoi quand tu montais dans l'avion? Qu'est-ce qui te mettait des étoiles dans les yeux? La taille. Taille de l'avion. Tu te dis comment un truc aussi gros peut décoller. Surtout quand tu te balades sur un 747 à l'époque, ce sont quand même des vieux avions. Et ce qui m'a toujours fasciné, et encore aujourd'hui, et pourtant je sais comment ça fonctionne, mais ça me fascine encore, c'est que tu montes dans un avion à midi, tu peux t'endormir, 7 heures après tu te retrouves à New York, ou peu importe, dans une ville complètement différente. Tu te dis, j'ai été quasiment téléporté. À 7 heures près, j'ai été téléporté. Et ça m'a toujours fasciné. Aujourd'hui, je le comprends. À l'époque, c'était encore pire qu'aujourd'hui. Ça me fascinait. C'était démentiel, quoi. Et c'est le côté magique de se dire, c'est tellement énorme, et comment est-ce que c'est un paradoxe par rapport au fait de se dire, on est en train de voler et on est tout léger, alors que je sais qu'on est énorme et très lourd. C'était un peu ça, la magie? C'est magique de toute façon, c'est magique. On a mis tant d'années à voler, quoi. Depuis que le monde existe, ça fait 100 ans qu'on vole, alors que le monde a je sais pas combien de milliers d'années, quoi. C'est magique de toute façon quand tu regardes un avion dans le ciel, et puis il y a quelque chose qui est je sais pas, quand je vais dans un aéroport, quand je passe sur l'autoroute et que je vois l'aéroport de loin, ça me fait quelque chose. Je sais pas. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et donc du coup, ce rêve de devenir pilote de ligne, tu t'es dit, moi aussi je veux être un magicien, je veux être capable d'opérer cette magie. Et pendant longtemps, t'as eu envie de devenir pilote de ligne, c'est ça? Non, j'avais envie de devenir pilote de ligne, mais c'était
manifestement une théorie en fait. Et je l'ai pas mise en pratique. Okay. Si tu veux, j'ai fait quand même j'ai fait un bac C, donc maths sciences que j'ai optimisé encore une fois parce que à l'époque il y avait des coefficients qui étaient énormes en maths, physique et j'avais calculé à l'époque que comme il y avait coefficient 5 en maths, 5 en physique et 3 en anglais, il suffisait que je bosse ces 3 matières et pour que j'ai mon bac. Je l'ai quand même planté une première année parce que un jour mon père m'a dit je fais un peu de digression mais mon père m'a dit il faudrait quand même que tu bosses un peu l'été. Je dis ok et avec des copains on a monté une soirée, on a fait venir 300 personnes mais bon le problème c'est que la soirée était quasiment pendant le bac. Donc j'ai gagné en une soirée le montant de 2 mois de travail, mais j'ai planté mon bac. Et la deuxième année, donc, j'avais pas envie de bosser parce que je t'ai dit au début du podcast, j'étais pas un bon élève, je faisais juste ce qu'il fallait. Et donc j'ai calculé que j'avais ces coefficients, que ça me suffisait. Donc je crois que j'ai eu 1, 2, 3 dans chaque autre matière, histoire, géo, philo, etc. Mais par contre, j'ai eu 14 en maths, 14 en physique et du coup, ça m'a suffi pour avoir mon bac. Je me suis orienté, mais après, bizarrement, je peux même pas te dire pourquoi, je suis allé vers des études de commerce. Parce que tu sais, à un moment, à l'époque, tu savais pas trop quoi faire. Bon, j'ai fait une prépa école de commerce et du coup, je me suis orienté. Si tu me poses la question si je le regrette ou pas, je sais rien. Ouais, c'est ce que je voulais te demander. C'est est-ce que tu regrettes un petit peu de pas t'être raccroché à ce rêve initial ? Non, parce que quand j'ai eu l'âge de 30 ans, j'ai commencé à regarder aussi pour être pilote privé. Tu vois, et puis après j'ai eu les enfants et je te dis encore une fois, j'ai eu peur peut-être je parle pas des gros avions, mais des petits, il y en a quand même pas mal que je trouve, hein, pas tant que ça peut-être, mais quand tu commences à focusser dessus, tu te dis il y en a beaucoup. Mais après je me suis dit bon écoute, voilà. Ouais, c'est le propre de certains rêves quand on les confronte à la réalité, au risque que ça représente. Parfois on a envie de les laisser juste à leur place de rêve et pas d'en faire des projets. Eh oui. En parlant de projets, est-ce que aujourd'hui tu es entrepreneur, mais est-ce que tu as toujours été entrepreneur ? C'est un truc qui t'a animé depuis longtemps ? Ouais, j'ai toujours été, si tu veux, quand j'ai terminé mes études, je me suis retrouvé en stage dans une boîte qui était incroyable quoi, sur le papier. Hein. Le patron, il avait 3 Ferrari. Tu vois, toi t'es jeune, t'as 21 ans. Le patron, il avait 3 Ferrari. Le fils, il roulait en Porsche et en Mercedes, etc. Je suis rentré, je me suis dit, putain, c'est ça que je veux faire, quoi. Je veux devenir entrepreneur, je veux gagner de l'argent, tu vois. Et bon, ça s'est trouvé que quand j'ai commencé à bosser, 3 mois après, ils ont déposé le bilan, liquidation et presque prison. Donc, la mariée était un peu trop belle pour l'époque. Et je me suis retrouvé, alors pas vraiment au chômage, que c'était juste pendant un été. Et ma sœur travaillait dans une agence immobilière et au même moment, elle aussi, son agence fermait et on s'est retrouvés tous les deux au chômage. Et on avait à l'époque, alors, avant, je t'ai pas répondu vraiment à la question. J'avais quand même toujours, même je me souviens en seconde ou en première, j'avais quand même des idées un peu d'entrepreneuriat, de capitalisme, d'argent, etc. Je voulais gagner de l'argent tout le temps. Je faisais plein de trucs pour essayer de gagner de l'argent. J'étais quand même attiré par le côté business. Ça, de toute façon, tout petit, je voulais être... Alors c'est rigolo parce que je voulais être marchand de glace. Toujours voulu être marchand de glace. Bon. Trop bien. Ouais. Est-ce que c'était pour avoir des glaces à gogo gratuitement ? Parce que moi aussi, je crois que j'en ai rêvé quand j'étais petite. Alors, je crois que c'est parce qu'en fait, il y avait, quand j'étais chez ma grand-mère à Paris, il y avait, je sais pas si tu as connu ça, il y avait le camion qui venait avec une petite sonnette, une sorte de carillon, enfin une sorte de... Et c'était le moment des glaces et puis on courait... je prenais de l'argent à ma grand-mère ou à ma mère et on courait avec mon cousin, voilà. Et ça m'a toujours... Et on était... En fait, on était tout seul. C'est le moment où on était seul dans la rue avec de l'argent, mais en bas de la maison. Hein. Et on était autonome. On pouvait choisir le parfum qu'on voulait, la glace qu'on voulait. Et on ramenait juste la monnaie. Et je me suis dit, le type, il vient, il a 40 gamins autour. Il doit être riche, quoi. Et ensuite, je me suis dit, mais tu vois, quand j'allais chez ma grand-mère l'hiver, il y avait plus le marchand de glace.
Et comme j'adorais les pizzas, je me suis dit, l'hiver, je serai marchand de pizza. Trop bien. Donc, tu vois, j'avais ce côté... polyvalent. Un peu peut-être, la saisonnalité, ou le type... voilà. Accessoirement, cool. Voilà. Mais... cette envie d'être entrepreneur, oui, donc pour continuer, donc avec ma sœur, on s'est retrouvés au chômage et on avait un beau-frère qui vendait des machines pour imprimer des étiquettes et des enveloppes. Et la machine coûtait assez cher. Et puis quand il allait visiter ses clients, 1 sur 2 ou 1 sur 3, lui disait non, je peux pas acheter, la machine est trop chère, merci beaucoup. Et un jour, en rentrant, il nous a dit, écoutez, moi j'ai quand même plein d'échecs de mes clients, ce que je vous propose c'est d'acheter la machine, et puis à chaque fois qu'il y a un client qui peut pas l'acheter, mais qui veut quand même le service, je vous le présente, etc. Et ça a commencé comme ça, et on a commencé à monter... Votre beau-frère, il dit, salut Frédéric, salut, comment s'appelle ta sœur ? Dominique, vous êtes au chômage, pas de bol, mais moi ça tombe bien, j'ai une opportunité pour vous. Ça s'est un peu fait comme ça dans le même temps, ou vous en parliez déjà avant quand vous étiez Non, en poste ? ça a été comme ça. Ensuite, on a commencé à s'intéresser. Si tu veux, moi, il a fallu que je trouve un logiciel, parce qu'après, on a greffé quand même plusieurs produits. On avait l'emailing, enfin le mailing, pardon, pas l'emailing, le mailing tout court, donc c'est envoyer les enveloppes. Ensuite, on avait la création des étiquettes, code à barre, c'était essentiellement des codes à barre, et la PAO, donc la publication, la création graphique. Donc j'ai commencé à regarder un peu les logiciels qui existaient à l'époque, c'était en PC d'ailleurs. C'était compliqué d'en trouver, j'allais dans des magasins, écouter, espionner des entreprises. On a monté le truc en 2-3 mois pour monter l'affaire plus ou moins en octobre. Et ma sœur, qui ne connaissait rien à l'informatique, elle est restée des jours et des jours à ce que là je la forme sur à l'époque c'était CorelDRAW, PageMaker, des logiciels comme ça quoi, et on a lancé le truc. Et voilà. Vous aviez réparti les rôles comment ? Ta sœur, elle était responsable de quoi ? Toi, t'étais responsable de quoi ? Ce que je comprends, c'est que t'étais un peu côté recherche et développement, tout le côté implémentation, et ta sœur, elle avait quoi comme... Ma sœur, plutôt commerce. Commerce, plutôt ? Ok. Plutôt commercial, et moi, plutôt technique. C'était à peu près ça. Et c'était votre premier projet ensemble ? Parce que moi, ça me paraît... je me vois pas trop lancer un projet avec mon frère ou ma sœur, là, aujourd'hui. Est-ce que c'est La boîte s'appelait Omnis, et aujourd'hui, elle s'appelle Omnis Coloris, qui a une fusion au milieu. Mais j'ai toujours ma première boîte avec ma sœur, qui est dans la pièce à côté, avec qui je suis associé depuis le premier jour. J'ai jamais bossé ailleurs que chez moi, et ailleurs qu'avec ma sœur. Jamais. Mais pour répondre à ma question, est-ce que c'était le premier projet que vous faisiez ensemble ? Ouais. Comme ça, spontanément. Bah ouais. D'accord, trop bien. Et ça a marché, j'imagine, puisque plus de 20 ans plus tard, vous êtes toujours associés ? Oui, ça n'a pas tous les jours été... alors, l'association a été toujours incroyable, parce que je trouve que ça encore, on pourra en parler des heures, mais s'associer avec quelqu'un de sa famille, quand ça fonctionne, et dans mon cas, ça fonctionne, c'est vraiment beaucoup de bonheur, parce que c'est de la confiance énorme, il y a énormément d'avantages. Il faut que le frère et sœur s'entendent. S'ils s'entendent pas, c'est encore autre chose. Mais oui, on a ça. Bon, après, c'est des métiers compliqués, parce que maintenant, je résume ça dans une imprimerie, hein. Mais c'est des métiers compliqués. Bon, après, je t'expliquerai, on a pris le web, donc maintenant, ça refonctionne très bien. Mais ça n'a pas toujours été facile, quoi. Ouais. Mais du coup, tu fais un peu mentir le dicton qui dit en business, faut jamais s'associer avec sa famille ou ses amis. Toi, tu prouves que t'es heureux dans cette expérience-là, et tu trouves qu'au contraire, comme il y a une bonne relation, ça fait que la bonne relation familiale, elle amplifie la bonne relation de business. C'est un peu ça que je comprends. Alors, je suis en partie d'accord avec cet adage, mais si tu veux, il y a quand même un terrain à la base, parce que moi, j'ai un meilleur pote, par exemple, qui s'entend pas bien avec son frère. Je pense que c'est une question d'éducation. Moi, j'ai été dans une famille où, quand on avait, parce que frères et sœurs, ça se dispute, quand on avait des disputes, mes parents étaient toujours là pour nous apaiser. Et nous dire, allez, va vers l'autre, réconcilie-toi, etc. Bon. Donc on a toujours été dans cette, c'est pas de la bienveillance, c'est entre un mélange de bienveillance, de compréhension, d'être magnanime, en fait, d'être conciliant, voilà, d'être conciliant et de se dire, bon, tu sais quoi, c'est pas très grave. Si tu veux, il faut pas s'associer entre la famille ou les amis. Les amis, je suis d'accord. Il faut pas s'associer avec les amis. La famille, ça dépend ce qu'on appelle famille. La sœur ou le frère, c'est la garde rapprochée quand même. Si tu veux, c'est vraiment
Pour moi, à partir du moment où il y a la confiance, j'ai pas de... Il y a aussi le fait qu'il faut travailler à la même vitesse. Ça, c'est aussi... Après, on pourrait parler des couples. Je te parlerai des couples. J'ai travaillé en couple. Voilà, non, ça dépend. Ouais, ça dépend. Il y a pas non plus de recettes toutes faites à appliquer. Il faut voir aussi l'état de la relation et le potentiel qu'elle permet. Et donc, du coup, avec Dominique, vous avez créé en 91, si je me souviens bien, Omnis, cette première société. Ouais. Et là, aujourd'hui, tu es à la tête de Papéo. Qu'est-ce qui s'est passé entre Omnis et Papéo? Est-ce qu'il y a eu des étapes? Ça a été un long fleuve tranquille ou il y a eu des rebondissements de fou? Je vais pas te la faire façon calendrier parce que on va pas ennuyer tout le monde, mais tu vois, j'ai interviewé une personne que j'ai beaucoup appréciée qui s'appelle Ludovic Hero, qui est le patron d'Attractive World. C'est pas lui qui l'a écrit, mais on a écrit un livre sur lui qui s'appelle « Et si ça avait été que de la chance ». Moi, je considère aujourd'hui... après, j'ai interviewé des gens comme Philippe Gabillier, tout ça, on a parlé beaucoup de chance. La chance revient régulièrement dans le podcast, d'ailleurs. Mais je trouve que j'ai eu une vie jalonnée de chance. Si tu veux, c'est vrai que je suis d'abord un très gros travailleur. Je travaille 7 sur 7 encore aujourd'hui. 7 sur 7. Il n'y a pas tous les samedis, tous les dimanches, etc. Mais si tu veux, je vais te la faire courte. Donc, effectivement, on crée la boîte. La boîte grossit. Ensuite, en 95, notre fournisseur est en train de déposer le bilan. On rachète notre fournisseur parce qu'on n'a pas envie qu'il disparaisse au tribunal de commerce. Je tombe pile poil par hasard sur l'avocat qui connaît parfaitement bien le liquidateur. C'est pas qu'on a à l'époque, ça se faisait un peu plus, mais voilà. Donc finalement, je l'ai eu quasiment assez facilement. Et puis je suis quelqu'un, moi j'adore monter les choses. J'adore monter des projets. Et puis après, une fois qu'ils sont montés, c'est comme les maquettes d'avion. Tu vois, alors comme quand l'avion revient. Moi, j'adore les maquettes, mais la maquette, ce qui est intéressant, c'est de la construire. Une fois qu'elle est construite, tu peux la jeter. Voilà. C'est comme le puzzle, hein. Une fois qu'il est fait, le terminé, tu le détruis, quoi. Voilà. Donc, si tu veux, une fois que l'affaire a été sur les rails, je me suis dit, il faut qu'on grossisse. Alors, et c'est là que je t'ai dit, j'ai eu de la chance. Et puis, on nous présente une imprimerie qui est 4 fois plus grosse que nous. Je sais plus en quelle année c'était. Et avec un copain, je lui en parle par hasard. Il me dit, tu sais, c'est quand même une boîte qui fait 4 fois ton chiffre d'affaires. Tu vas la racheter, fais attention, tu devrais faire un audit. Bon. Je savais à peine ce que c'était un audit. Vraiment, j'avais fait des études de compta, mais vraiment un vrai audit, comme je l'ai vu. Et puis, donc, je m'adresse à une boîte qui fait, c'est la seule que je connaissais, qui fait que des audits des boîtes du CAC 40 et tout ça. Ça nous a coûté un bras d'ailleurs. Et puis, donc ça prend 3 mois ou 2 mois d'enquête. Et puis, le dernier jour, on est convoqué dans le bureau avec le patron, le patron de la potentielle affaire et nous. Et puis, juste avant, la jeune fille nous dit, vous ne devriez pas l'acheter. La boîte est quasiment en dépôt de bilan, en liquidation. Il y a un cadre dans le placard. Il y a un loup. Il y a un gros loup, etc. Ouais. Du coup, j'étais avec mon père, qui est une personne importante dans ma vie, parce que c'est toujours elle qui m'a conseillé, d'une grande sagesse. Et on s'est dit, on a tourné les talons, on s'est dit, ok, bon d'accord, on s'en va. Et où je te dis que j'ai de la chance, c'est que je suis dans un immeuble au Grand Pavois qui fait 40 étages, assez grand. Et je suis dans un étage et j'appuie sur le bouton de l'ascenseur. Et puis au moment où j'atteins l'ascenseur, au moment où l'ascenseur arrive, je rencontre un gars que je connaissais. Et il me dit, salut Fred. Je lui dis, salut Nicolas. Il me dit, ça va? Qu'est-ce que... je lui dis, écoute, je suis un peu embêté. J'ai le bourdon, je devais acheter une boîte, puis ça s'est pas fait. Et puis il me dit, c'est dommage, mais tu veux pas acheter un journal d'annonce immobilière? J'ai un copain qui vend un journal. Et du coup, on l'a racheté, on l'a gardé 10 ans, on a gagné du pognon d'ailleurs. C'était super. Et puis une fois que le journal et l'entreprise fonctionnaient... Du coup, attends. Toi, tu fais du business comme ça, dans un ascenseur, tu rencontres une personne que tu ne devais pas rencontrer. Évidemment, après, je me suis intéressé à l'affaire, c'était une toute petite affaire. Mais bien sûr, mais j'ai monté la mayonnaise. Effectivement. C'est fou, mais c'est pas fini. En fait, tu cherchais une opportunité et puis tu as vu qu'elle se présentait et tu l'as saisie, quoi. Mais c'est pas fini, tu vas voir. Ouais. Voilà. La chance, c'est que
une fois que, encore une fois, je reviens à ma maquette, la maquette de l'imprimerie est construite, la maquette du journal immobilier est construite, ça y est, elle roule, ça y est, c'est bon, quoi. Et je me suis dit, il faut que tu fasses encore un truc. Et puis, j'allais dans un restaurant à l'époque qui s'appelait La Fiesta. J'avais une amie qui avait un restaurant et elle m'a dit, le restaurant, j'ai envie de vendre le restaurant, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait l'acheter? Bon, moi, j'étais dans mes affaires, tout ça, un restaurant, bon. Et je dis, écoute, je vais demander à mon cousin, il cherchait une affaire. Et puis, je les présente, et puis mon cousin me dit, ouais, c'est une super affaire, tout ça, mais je me sens pas de la prendre tout seul. Est-ce que tu vas pas la prendre avec moi? Bon. Et puis, je lui dis, je n'avais pas pensé, en fait. Hein. Je lui dis oui, non. Puis finalement, je dis oui. L'affaire, je ne sais pas pourquoi, elle s'est pas faite, en fait. D'accord. Elle s'est pas faite. Donc, on n'a pas réussi à se cadrer, on n'a pas réussi. Ça a été, voilà. Et du coup, mon amie qui avait le restaurant, elle me dit, t'inquiète pas, l'affaire qui était vendeuse, hein, elle me dit, t'inquiète pas, je vais te trouver une autre affaire. Et parce que moi, du coup, je m'étais habitué, j'y allais tous les jours, j'avais envie d'acheter ce restaurant, quoi. Et elle me dit, écoute, tu vas trouver, je t'inquiète, je vais te trouver une affaire, etc. Et puis les mois passent. Et je lui dis, un jour, je lui dis, écoute, tu vois, tu m'as fait miroiter ça, c'est dommage, j'avais envie de ça, tu me dis que tu t'en occupais, tu t'en es jamais occupé. Elle me dit, promis, demain matin, je m'en occupe. Le matin, dans la boîte aux lettres, elle ouvre le journal qui s'appelait à l'époque le 13. Je ne sais pas si tu as connu les journaux en papier un peu, tu sais, d'annonce, quoi. Non, je ne crois pas. Et puis, le voisin d'à côté vendait donc un restaurant flambant neuf. Il était quasiment en dépôt de bilan. Donc, elle ouvre le journal, elle m'appelle. Elle me dit, écoute, j'ai une affaire, je vais aller la voir tout à l'heure. C'était un vendredi matin. Et elle m'appelle, elle me dit, moi j'étais occupé, je dis, écoute, je peux pas venir avec toi. Et voilà. Elle m'appelle du portal, elle me dit, écoute, faut que tu viennes, le restaurant est magnifique, 400 mètres carrés, il le vend une misère, voilà. Et j'ai dit, écoute, je laisse tout, je suis allé voir le restaurant et je lui dis, écoute, ok, on le prend. J'appelle mon avocat, je lui dis, il faut qu'on ait absolument un compromis avant 5h cet après-midi. J'ai pas envie que le mec réfléchisse dans le week-end, j'ai pas envie qu'il zappe, quoi. Et du coup, comme ça, en 2 minutes, finalement, on a acheté je me suis trouvé à la tête d'un restaurant que j'ai gardé 10 ans, enfin 8 ans, un peu moins. Et je me suis vu, alors ça devait être à la base d'une occupation, mais bon, c'était un restaurant ambiance musicale, ça s'appelle le Mélo Café, qui est toujours, que j'ai revendu d'ailleurs. Et je faisais, en plus de mes activités, je travaillais jusqu'à 5-6 heures le vendredi, et ensuite j'allais faire le DJ le vendredi soir et le samedi soir, et dans la semaine des soirées, mettre la musique et voilà. Donc c'était voilà. Du coup, je récapitule. À un moment, tu étais à la tête de 2 entreprises plus d'un restaurant dans lequel tu faisais le DJ le soir. C'est bien ça. Voilà. Et on arrive, voilà. Et on arrive doucement. En 2008, la crise des subprimes, et je me dis, c'est trop là. Il va falloir, j'ai une intuition, je me dis, il va falloir que tu vendes. Et je dis, le journal immobilier est arrivé à son paroxysme, est arrivé au plus haut, il faut que tu le vendes. On était en juin, la crise a débuté en septembre. Je commence à contacter un peu à gauche, à droite, un peu tout le monde. Et je vends en juillet le journal, parce que si tu veux, 2008, ça commençait un peu à se tendre. Et quand tu avais 3 affaires, et quand tu as 3 affaires et qu'elles fonctionnent les 3, ça va. Mais s'il y a un grain de sable, ça te met patatras les 3 affaires. Parce que voilà. Et du coup, j'ai revendu le journal d'annonce immobilière et j'étais content parce que j'étais quand même bien vendu. Et je me suis retrouvé donc avec ces 2 affaires-là, le resto qui marchait de plus en plus, jusqu'à arriver à... Alors, mon ami après avec qui j'étais, on s'est associés, on s'est mis en couple, forcément, on était après célibataire, on s'est mis en couple. Tant qu'à faire de retravailler en famille, c'est ça? Voilà, et quand je te dis après, on a travaillé 7-8 ans, au bout de 7 ans, travailler en couple, c'était compliqué, on s'est séparés. Je me suis un jour, en accueillant un client au restaurant, je me suis cassé le pied. Et ça a duré 4 mois et demi, avec des complications. Et j'en ai profité d'ailleurs à l'époque, pour pas rester seul à rien faire à la maison. J'ai créé un site internet qui s'appelait Papéo, donc j'ai travaillé 8 heures par jour. Donc toi, t'as un signe de l'univers qui dit Frédéric, t'es à la tête de plusieurs entreprises, t'as un restaurant, tu cours dans tous les sens, je te casse le pied, si tu comprends pas après ça, je sais pas ce qu'il faudra. Et donc au lieu de repose-toi et tu te poses chez toi et tu dis non, je vais quand même pas rien faire, je vais créer un site internet. Et laisse-moi deviner, ça devient une entreprise après, c'est ça? Ça devient Papéo.
qui devient Papéo, qui fonctionne assez bien, parce que maintenant on est présent au Luxembourg, Suisse, Belgique, évidemment la France. Et j'ai tellement monté la mayonnaise, j'ai tellement créé de trucs en 12 heures par jour, avec ce pied cassé, à rien faire d'autre, quoi. D'ailleurs, c'est comme le confinement, hein, quand j'ai été confiné en mars, et aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'on est encore confiné, enfin plus ou moins, j'ai jamais plus bossé que pendant le confinement. J'ai vraiment bossé parce que tu vas très très vite. Donc j'ai monté ça, et ensuite, après il a fallu reprendre le restaurant. Et finalement, j'ai pas eu envie de le reprendre, et mon associé, donc Sarah, m'a fait une proposition de rachat qui était un super prix que j'ai pas pu refuser. Et puis comme on était séparés, c'était mieux pour tout le monde. Et du coup, ce qui est quand même rigolo, c'est que 2 ans après, donc là, elle est à la tête du restaurant. 2 ans après, on s'est remis ensemble, et aujourd'hui, on vit un parfait amour sans ce parasite qui était. On avait quand même c'était assez compliqué de bosser quand même en couple, je le reconnais. Tu parlais de la famille, mais le couple, c'est assez compliqué. Ouais, parce qu'il y a pas de séparation du coup en termes d'agenda. T'as pas de séparation. Ouais. Et donc, et comme ça ne suffisait pas tout ce que j'ai aujourd'hui, j'ai créé après le podcast. On va en reparler tout à l'heure. Oui, on va en parler bien sûr. Voilà. Mais du coup, j'ai l'impression que tu fais énormément de choses d'un point de vue professionnel. C'est un peu Dallas, ta vie, avec tous les rebondissements, etc. Et j'ai compris aussi que toi, ce qui t'intéressait, c'est de passer de 0 à 1, c'est d'avoir une idée, de plonger dans cette idée et d'essayer de comprendre comment est-ce que tu peux mettre en place cette idée. J'ai cru comprendre que t'avais, à côté de ton travail, t'avais aussi pas mal de passions. Pendant le confinement, t'en as mis en place certaines, dont le podcast. Est-ce que tu veux me parler un peu de ce côté touche à tout que tu as? Ah oui, c'est rigolo que tu dis ça parce que c'est vraiment mon surnom. Ah ouais? C'est vraiment le touche à tout. Ah ouais, tout le monde me définit dans l'entreprise ou quoi, le touche à tout. Ah oui, parce que j'ai une curiosité, et j'ai toujours besoin, toujours de. Tu vois, même le soir quand je regarde la télé, je me détends, je rentre, je me regarde une série télé, j'adore les séries, je fais un fou de séries d'ailleurs. Mais tu vois, vers 10h, 10h30, je vais me coucher et je regarde des documentaires pour me former surtout quand je vais par exemple interviewer, on en reparlera, interviewer un alpiniste, je vais voir des documentaires sur l'alpinisme ou sur l'astronomie ou sur voilà. Et j'ai toujours besoin, et je fais partout. En ce moment, je prends des cours de code pour me spécialiser sur un framework assez particulier dans ma profession. En même temps, je prends des cours de diction. Alors ça s'entend peut-être pas, je suis désolé, hein, mais voilà. Enfin des cours d'élocution, pardon, pas de diction, pour pouvoir attaquer le podcast sans solo, c'est assez compliqué. J'ai des coachings avec toi, et puis je fais des trucs avec Superprof, une boîte que tu connais bien. Et puis après j'ai plein de cours en vidéo sur Udemy ou quoi, tout le temps je me forme sur beaucoup d'informatique, sur du Git, sur des choses comme ça, ouais. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait de découvrir autant de domaines? Parce que j'imagine que tu ne te berces pas d'illusions, c'est impossible de maîtriser, de devenir un spécialiste dans tout. Toi, ça t'intéresse de connaître un petit peu de chaque chose, et après, quand tu as tout découvert, est-ce que tu en choisis un ou deux et tu dis, bon, c'est ça que j'ai envie de creuser, ou c'est le fait de butiner, ça te va bien? Non, j'adore butiner. Ouais. J'adore butiner. Tu sais, tu as le fameux proverbe qui dit, il vaut mieux savoir un peu de tout que tout de quelque chose. En fait, ce que je veux dire, c'est que je préfère, oui, effectivement, savoir un peu de tout, plutôt que de faire le tour d'une seule chose. D'accord. Voilà. J'ai jamais été, tu vois, je te parlais de violon, je te parlais de piano, je te parlais de tennis. Je n'ai jamais été, ou de boxe, j'ai fait de la boxe aussi, j'ai jamais été un champion de ceci ou un champion de cela. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à. Alors, c'est pas valable dans le travail. Dans le travail, il faut essayer d'être le meilleur, parce qu'après, il y a d'autres choses. Mais c'est sinon. C'est une question que j'avais envie de te poser, c'est dans ce côté touche à tout. Est-ce que du coup, ça a formalisé ton idée de la réussite? Alors, le problème du touche à tout, ça va avec souvent le problème de ne pas déléguer. Ouais. Si tu veux, moi j'ai des collaborateurs, évidemment, je vais leur dire, ils vont le faire tout seuls de toute façon. Par exemple, je vais pas aller regarder la fabrication, etc. Tu vois, par exemple, là, demain, on change de système d'email, on va passer sur Office 365.
je vais le faire, quoi. C'est pas que je peux très bien prendre une boîte et lui dire fais-le pour moi, et payer. Mais c'est pas une question d'argent, c'est une question que je vais pas savoir le faire. Et ça me gêne, donc j'ai envie de le savoir, donc je m'intéresse, donc ça fait 15 jours que je suis dessus. D'accord. Mais c'est pas rentable. C'est ton envie de comprendre aussi, j'ai l'impression, non ? T'aimes pas les mystères ? Non, puis petit, encore une fois, j'aimais démonter les choses pour savoir comment elles marchent. Ouais. Le problème, c'est que quand tu les démontes, tu n'arrives pas toujours à les remonter. Voilà. Combien de jouets t'as dû perdre avec cette mauvaise habitude, voilà. Après, tu deviens intelligent parce que si tu démontes une montre avec plein d'engrenages, tu sais très bien que tu vas avoir du mal à la remettre. Donc, il faut savoir ce que tu peux démonter. Mais moi, j'ai démonté un appareil photo que j'ai jamais réussi à... Alors, c'est dommage, quoi. Voilà, tu vois. Du coup, j'ai arrêté la photo. Non, parce que j'ai fait de la photo aussi. J'ai fait beaucoup de photos. Trop bien. Mais j'ai arrêté parce que c'était cher, parce qu'à l'époque, j'étais étudiant, et l'argentique, ça coûtait cher, quoi. Parce qu'on allait dans des labos privés, à je sais plus combien de francs la photo. Je parle comme un vieux, les francs, mais bon, oh là là. Du coup, j'ai l'impression que tu es une personne qui est souvent occupée avec le travail, toutes tes passions, etc. C'est quoi la place que tu laisses au repos et à l'ennui ? Alors d'abord, je me suis posé la question de savoir si j'étais hyperactif. Ouais. Et je sais plus qui, j'ai un invité podcasteur qui m'a dit, je crois que c'est Alexandre Pachowski, mais je suis pas sûr, qui m'a dit non, t'es pas hyperactif, t'es hyper curieux. Et c'est vrai que c'était, je l'avais pas défini comme ça. Je suis hyper curieux. Maintenant, je peux, mais alors grave de chez grave zoner sur mon canapé à voir pendant 3 heures une série télé ou un film. Ça, j'ai aucun problème. J'avais l'image de mon fils qui est un peu comme moi, Clément, un de mes fils. Quand il était tout petit, à 2-3 ans, ou 4 ans, il était speed, mais speed de chez speed, tu vois. Et puis à un moment, il prenait son dodo, il s'arrêtait, il restait 10 minutes sur le canapé à recharger ses batteries, tu vois. Et dès que l'idée arrivait, boum, il jetait son dodo par terre, il revenait, il repartait en trombe. C'est un peu ça ma vie, quoi. C'est un peu ça. J'ai besoin de tranquillité. J'adore lire, hein, surtout, ne serait-ce que lire. Lire, c'est des moments où je me détends. J'adore lire. Ouais. Et est-ce que tu as des passions qui ont duré toute la vie, ou il y a des choses, j'imagine, que tu as dû laisser derrière ? Tu me disais la photographie pour une question de coût à un moment et après tu l'as repris. Est-ce qu'il y a des choses que tu as commencé et tu as dit franchement c'est pas pour moi ? Et au contraire, est-ce qu'il y a des passions que tu n'as jamais pu abandonner ou au contraire que tu as toujours voulu continuer ? Alors d'abord, j'ai un tempérament aussi. Je déteste arrêter un bouquin même si je le trouve pas bien. Je déteste arrêter une série même si elle est naze. Je la regarde jusqu'à la fin. Je suis comme ça. Je suis... c'est pas jusqu'au boutiste, mais je suis... Ouais, j'aime bien terminer les choses. Après, par exemple, tu vois, là, j'ai eu 3 mois une phase de dessin à dessiner. Quand j'ai acheté mon iPad Pro parce que je trouve ça génial avec le stylet. Puis j'ai arrêté parce que j'avais plus le temps. Et là, j'ai l'impression de faire quelque chose de mal, d'arrêter. Alors là, j'ai repris. D'accord. Tu vois, mais c'est pour ça que parce qu'il faut quand même comprendre que Sarah, ma compagne, elle me prend pour un fou. Voilà. Et elle me dit, mais quand c'est que tu vas dessiner en plus de tout, tu vas encore dessiner ? Mais oui, parce que devant la télé, je peux le faire en même temps. J'optimise en fait, c'est ça. J'optimise. Ouais, c'est ce que je me posais comme question. Est-ce qu'il y a des passions que tu fais se rencontrer aussi ? Par exemple, là, le podcast, c'est une de tes passions. C'est une grande passion, ouais. Tu peux réutiliser ta passion du dessin pour créer des contenus ou ta passion de la photo pour documenter ton podcast. Est-ce que tu arrives à créer un petit peu des rencontres entre ces passions ? Non, parce que je suis pas assez dessinateur ou je suis pas assez photographe ou je suis pas assez voilà. D'accord. Maintenant, quand ma plus grande passion, ça reste quand même peut-être l'informatique. Évidemment, quand je vais discuter avec des Marc Silazzi d'e-commerce ou des Fred Potter, encore une fois, ou peu importe, enfin des geeks, des gens comme moi, il se passe ça match, quoi. Je veux dire, c'est direct, on sait de quoi on parle, j'adore, quoi. Voilà. Il me parle de Commodore 64, il me parle de ZX80, les Sinclair. Pour les plus vieux, ils comprendront ce que c'est, mais c'est des vieux ordinateurs qui avaient 1 K de mémoire. 1 K, c'est 1000 octets. Aujourd'hui, on est à 32 gigas, c'est-à-dire 32 millions. Ouais, c'est ça. Ouais.
Et pour enchaîner sur le podcast, je comprends que une des motivations ou un des plaisirs que tu as à créer et à continuer de créer pour ce podcast, c'est de rencontrer des personnes, des nouvelles personnes. Est-ce que c'était ta motivation première pour lancer le podcast ? Comment tu as eu l'idée ? Alors l'idée, d'abord j'ai toujours une vie alors si tu veux, dans mes activités extra-professionnelles, je suis juge au tribunal de commerce bénévole, donc ça fait 12 ans ou 13 ans. Je suis vice-président d'une association qui s'appelle AJE, Association Jeunesse Entreprise. On va dans les entreprises pour parler de l'entreprise. Je suis membre du bureau de la Cité des Métiers pour parler encore, voilà. Et donc j'aime bien à un moment militer pour l'entreprise, pour rencontrer. Et c'est vrai que je le fais pour rencontrer des gens, mais je ne suis pas quelqu'un d'opportuniste. Je n'ai jamais de carte de visite sur moi et je ne fais jamais de business, que je trouve que ce n'est pas la peine. D'ailleurs, mon podcast aujourd'hui, je pourrais le monétiser. Il y a plein de gens qui m'ont téléphoné ou qui me disent « Ouais, tu devrais monétiser ». Bon, je ne sais pas si ça le fera peut-être, mais aujourd'hui, je n'en ai pas envie. Je veux vraiment, et j'ai beaucoup de messages d'invités d'ailleurs qui me remercient en me disant on sent ta passion. Et je le fais par passion comme si je faisais... je veux dire, quand tu vas prendre de la photo, tu vas faire un dessin, tu fais un dessin pour toi. Tu fais pas un dessin pour aller le vendre et gagner de l'argent. Moi, le podcast, je le fais pour moi et je le fais pour expliquer aux gens comment il y a des gens qui sont incroyablement intelligents, incroyablement malins, incroyablement fantastiques, qui ont monté tel business ou qui sont allés dans l'espace ou qui sont comme des Frankie Zapata qui ont monté des machines volantes alors que Airbus et Boeing n'ont pas réussi, qui sont que 10 personnes. Comment ces gens-là, par leur détermination, ils y arrivent ? Et c'est ça que j'ai envie de comprendre. Et d'ailleurs, il y a une métaphore qui me vient en t'écoutant, c'est que en fait, avec tes invités, tu fais un petit peu la même chose qu'avec cette montre ou cette voiture que tu as démontée quand tu étais petit. Ouais. Tu essayes de regarder comment ça marche et c'est quoi les rouages et c'est quoi les mécanismes qui donnent lieu à cet invité-là, c'est ça ? Alors d'abord, le podcast s'appelle La Combinaison, de toute façon tout le monde le sait. Mais d'abord, le logo, il y a des rouages, donc c'est vraiment ça. Ensuite, le slogan, finalement, c'est le making-of, c'est-à-dire que j'essaye de regarder... dans les coulisses, comment ça se passe, comment ils ont monté le truc. Moi, ça m'étonne quand j'ai discuté avec des Carole Juge de June, qui est une boîte qui a 2-3 ans, elle envoie 3 millions de couches par mois. Personnellement, je ne sais pas le faire. Comment ils sont arrivés ? C'est ça qui m'intéresse, c'est de comprendre comment on va dans l'espace. Bac plus 19 pour Claudie Ignoré. Enfin, c'est voilà. Mais j'essaie de comprendre, mais je la comprends toujours pas. C'est une question récurrente du podcast. Je ne comprends pas comment des gens y arrivent et d'autres moins, en fait. J'ai du mal à le comprendre. Et au-delà de vouloir comprendre, est-ce que de rencontrer ces personnes-là, ça a eu un impact sur toi ? Est-ce que ça a changé certaines habitudes, certaines perceptions de la vie, ou tu as eu des déclics en discutant avec tes invités ? Parce que ta motivation, elle peut pas être seulement de comprendre. J'imagine que tu as envie de t'inspirer, tu as envie de progresser toi-même. Et qu'est-ce que tu as intégré de ces discussions dans ta propre... dans tes propres habitudes et tout. Si tu veux, comment j'ai eu l'idée, et c'est surtout se former aussi. C'est parce que je rencontre des gens qui sont fantastiques. Et évidemment, tu me poses la question de savoir si ces personnes-là ont des impacts sur moi. Ben oui. Quand tu es par exemple... dans le commerce et que tu as un gars qui vend 3 millions de produits par mois, forcément ça a un impact. Quand tu rêves d'astronomie, et moi j'ai un télescope, j'ai fait de l'astronomie aussi, voilà. Mais quand tu regardes la Lune ou Saturne, ou que tu vois passer l'ISS et que tu vois Claudie Ignoré en face de toi qui est allé dedans, ça a un impact. Tu te dis c'est incroyable de savoir comment des gens sont arrivés à faire ça. Et ça me passionne. Oui, c'est incroyable, mais c'est quoi l'impact concret ? Moi, là, j'ai encore faim. Il faut que tu me répondes vraiment. Qu'est-ce que t'as changé, Claudie Ignoré ? Qu'est-ce qu'elle a changé ? Bon, t'as réalisé un rêve d'enfant, j'imagine, mais rencontrer, par exemple, ces entrepreneurs hyper inspirants comme Carole, la créatrice de June. Est-ce que ça t'a fait changer ta propre façon de faire du business ? Est-ce que ça te donne des idées ?
Alors, oui, ça donne des tips en fait. Ouais. Tu vois, quand il n'est pas encore sorti l'épisode avec Jonathan Lefebvre, on parle d'inbox zéro, on parle de façon de travailler, de service client. Oui, j'essaie d'adapter évidemment. Quand je vais interviewer un alpiniste, je suis terrorisé de l'alpinisme. J'en ferai jamais, je pense. Mais tu vois, c'est pas pour autant que j'admire pas le gars ce qu'il a fait. Ouais. C'est pas pour autant que ça va pas m'inspirer à titre personnel. Par contre, tu vois, quand je démontais une montre petit, c'est pas pour devenir horloger, mais je voulais savoir comment elle marchait. Et là, aujourd'hui, moi, j'ai envie de savoir comment le type, il arrive à monter en moins de 24 heures sur l'Everest sans oxygène. Ça m'intéresse. Ouais. Comme, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit d'être intéressé par la guerre de 39-40 ? Elle est passée, elle est terminée, on a juste un peu des séquelles. Mais bon, carrément. Mais bon, on peut quand même s'intéresser à l'histoire. Alors, je m'intéresse au passé, je m'intéresse au futur, et ce sont des gens qui sont, pour la plupart, incroyables, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a des personnes que tu rêverais de pouvoir interroger à ton micro et de comprendre leur combinaison ? Ouais. Alors, je rêverais d'interviewer un pilote de F1, mais bon, ça sera possible. Je vais y arriver de toute façon. Je suis sur des gros gens, sur des gens comme ça. Ça m'intéresse. Ce que je veux savoir aujourd'hui, je l'ai beaucoup décortiqué. Je l'avais écrit, je crois, dans LinkedIn d'ailleurs. Ce qui m'intéresse, c'est quand tu écoutes par exemple la Formule 1, c'est jusqu'où on va aller. C'est un sport dangereux, mais pas parce que ça va vite. C'est un sport dangereux parce qu'ils vont pousser les limites, parce que s'ils arrivent à 200 km/h sur le virage alors qu'il faut être à 300, il faut qu'ils arrivent à 300. Mais s'il faut être pour être premier, il faut être à 305 ou à 310 ou à 315, comme l'apnéiste. Aujourd'hui, pour avoir un record du monde, tu descends à 100 mètres, à 105 mètres, tu auras le record. À 104 mètres 99, tu l'auras pas. Donc, il faut aller plus se dépasser. Mais peut-être qu'à 106, tu meurs aussi. Donc, tu vois, c'est ça. Donc, qui m'intéresserait, oui. Et puis surtout, j'aimerais bien interviewer un président de la République. Ça, oui. Écoute, j'arrive pas à. J'ai écrit à des attachés de presse alors, il y en a plus beaucoup, hélas, parce que forcément, il y en a 2 qui viennent de mourir là. Mais sinon, ceux en activité, il y en a 3. Un qui est au pouvoir, qui est en responsabilité. Donc lui, ça va être un peu, à mon avis, un peu compliqué de l'avoir. Un Nicolas Sarkozy ou un François Hollande, oui, ça, j'aimerais bien. Bon, si vous qui nous écoutez, vous connaissez François ou Nico, faites signe à Frédéric, ça lui rendra bien service. Ou Véronique Vacher, qui est l'attachée de presse de Nicolas Sarkozy. Bon, là, il a eu des soucis un peu en ce moment, donc il serait peut-être pas dispo, mais François Hollande, il doit être dispo, là. Voilà. Et qu'est-ce que tu imagines pour le futur de la combinaison ? T'aimerais bien l'amener où ? Alors, avant que je te réponde à ça, je vais faire un parallèle avec Claudie Aigneret et le président de la République. Ce qui m'intéresse, tu vois, aussi, c'est un moment quand on va leur mettre, tu sais, cette grosse médaille de président, ou Claudie Aigneret, quand on va lui mettre la ceinture de sécurité qu'elle va s'envoler, qu'est-ce qu'il pense à ce moment précis ? Et c'est ça qui est fantastique. C'est ça qui est vraiment c'est un moment que c'est peut-être l'ancien photographe que je suis, c'est le moment que j'ai envie de capturer en fait. Ouais. Et c'est ça qui est compliqué parce que j'arrive pas tout le temps d'ailleurs dans le podcast. Des fois, j'en rate plein des podcasts que des fois je les amène pas où je veux les amener. Excuse-moi, ta question ? Ma question, c'était de savoir qu'est-ce que tu imaginais pour la combinaison dans le futur ? Où est-ce que tu voulais amener ce podcast ? J'ai toujours envie de... Je sais pas où je vais l'amener. Pour le moment, je le fais par passion. Encore pas... C'est pareil que le sport. Si je monte je fais du tennis tous les samedis matins, c'est pas pour me retrouver à Roland-Garros. Hein. C'est pour me détendre et pour apprécier un moment. Aujourd'hui, je rencontre des gens... je fais partager leur parcours, j'apprends énormément d'eux, je prends énormément de plaisir. La première des choses, c'est en fait c'est un plaisir que j'ai et que je fais rayonner, que je redistribue en fait. Mais j'en suis l'amener où avoir de plus en plus d'invités, de plus en plus sympas, parce qu'ils sont tous sympas, prestigieux, qui m'impressionnent de plus en plus, voilà, et puis d'être meilleur, parce que je suis encore... je bégaye, je prépare encore un peu trop à mon goût, la peur de peut-être de pas y arriver, je fais un peu trop de... J'aimerais bien arriver à interviewer les gens un peu les mains dans les poches, quoi. Tu vois, un peu comme quand on se rencontre un samedi soir, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que je fais, et puis ça peut durer 2 heures. Voilà. Ouais, ça c'est le brio de
l'excellence et de pouvoir improviser sans en avoir l'air. Mais c'était les brios que faisaient des Yvan Levaille ou des Franz-Olivier Gisbert que j'ai interviewés en faisant des revues de presse, des revues de presse à la volée. C'est-à-dire ils arrivaient le matin à 5h moins 5 et ils faisaient la revue de presse avec le journal, là où tu as des journalistes plus jeunes qui vont mettre 4 heures à la fabriquer. C'est ça le... Ouais. C'est l'atout de l'expérience, mais à force d'exigence, d'acharnement, de persévérance et de travail, comme je sais que tu fais au quotidien pour préparer tes interviews, je sais que tu arriveras à ce niveau un jour. Des petites questions un peu perso qu'on a l'habitude d'aborder dans la combinaison. Ça a été quoi ton meilleur moment depuis que tu as lancé la combinaison ? On n'a pas parlé comment ça s'est passé au début, parce que c'est le meilleur moment, si tu veux, au début. D'abord, j'ai mis 3-4 mois à régler la technique, parce que c'est important d'avoir une qualité de son. Après, j'ai interviewé tout le monde autour de moi. Après, j'ai pris des cours de diction. J'ai la chance d'avoir dans un bureau un théâtre juste à côté. Toutes les semaines, ils venaient me donner des cours pour pouvoir dire ce qu'on appelle les virelangues, tu vois, par exemple, un banc plein de pain blanc et un plein banc de blanc pain, ou un dragon gradé dégrade un gradé dragon. Au début, je savais pas le dire, tu vois. C'est pas que je fais pas de trucs, mais c'est difficile. Et j'ai énormément benchmarké les podcasts. J'en écoute 3 par jour. Je te disais tout à l'heure en off, j'en fais. En ce moment, je les écoute en x2. J'espère les faire un jour en x3. Qui m'en fait. En fait, je les fais en sorte de capsule pour comprendre. Parce qu'après, il n'y a pas le meilleur moment, parce que le meilleur moment, c'est plein de bons moments. D'abord, toi aussi, tu le vis quand tu fais un podcast. Qui est un super moment, c'est quand tu appuies sur publier. C'est un moment qui est extraordinaire. Tu as terminé le job, tu as fait le job. Voilà, ça c'est un super moment. Ensuite, d'avoir des invités, quand j'ai eu par exemple Francky Zapata, qui était le premier guest que j'ai eu vraiment guest star, ou Claudie Agniret, ou des gens comme ça, tu vois, ou des Franz-Olivier Gisbert, c'est des pointures. Donc c'est des moments hyper agréables quand ils disent oui et que tu sais que tu vas les interviewer. J'en ai des super qui arrivent d'ailleurs pour 2021. C'est vraiment très agréable. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est le moment où tu appuies sur enregistrement avec la personne. Tu fais ta présentation qui va durer 20 secondes, 30 secondes, 1 minute. Tu as la petite pointe au cœur. Et puis après, il parle et après, c'est lancé. Tu vois, ça y est. Ce que j'adore, c'est progresser, en fait. Ouais. Je pense que quand j'entends le premier podcast que j'ai fait, j'ai presque honte. Et j'en ai encore je suis pas très content, parce que je suis pas amené, parce que j'ai pas été bon, parce que j'étais fatigué, parce que j'ai pas amené la personne où je voulais l'amener. On a raté des épisodes en pagaille, mais j'adore, je prends, mais c'est comme si tu me disais tu joues tous les samedis matins au tennis, quelle partie tu as préférée? Elles sont différentes, en fait. Du coup, est-ce que tu as eu des gros fails? Vas-y, dis-nous tout avec le podcast depuis le début. Alors, si tu veux, d'abord, je suis hyper prévoyant. C'est-à-dire que je stresse, je fais mes checklists comme les avions avant de décoller. Tu sais, ça, c'est important d'ailleurs, parce que tu vois, les pilotes d'avion, justement, avant de décoller, ils relisent toujours la même feuille. Ouais. Tu pourrais te dire, ils la connaissent par cœur. Mais non, il faut qu'ils la relisent pour pouvoir ne rien oublier, parce que l'homme est faillible quand même. Bon. Si tu veux, moi, j'ai quand même... j'essaierai de le mettre dans le truc, mais j'ai, par exemple, pour pas oublier le selfie avec la personne, j'ai un panneau, quand je enlève mon enregistreur, j'ai un panneau en dessous écrit à la main tout pourri, selfie. Voilà. Bien. J'ai mes 2 jeux de piles, j'ai mes 2 jeux de câbles. J'ai un micro supplémentaire. Voilà. Après, j'ai pas 2 ordinateurs et j'ai pas non plus 2 enregistreurs, mais voilà. Donc, j'essaie à ce niveau de tout prévoir. Mon plus gros fail, c'est peut-être pas sur du matériel, c'est moi personnel. J'ai interviewé la première fois, j'ai interviewé Françoise Nyssen, qui était l'ancienne ministre de la Culture. Et pour moi, c'était vraiment une de mes 3-4 premiers épisodes. Et d'abord, je pensais que j'étais pas au niveau pour interviewer une personne. Et puis, écoute, je suis arrivé, j'avais 1h30 d'entretien. Elle m'a dit, écoutez, j'ai un train, on n'a plus qu'1 heure. Alors déjà, quand t'as pas trop l'habitude des podcasts, on te réduit 30 minutes. Ouais. T'as déjà la pression. J'ouvrais la bouche, chaque mot que je disais, il accrochait. Chaque phrase, je bégayais. Et j'avais pas dormi de la nuit. J'avais mal au dos et j'avais pris un cachet pour le dos. Et donc, j'étais entre bourré et...
C'est Stone du cachet. Et voilà. Et donc du coup, elle a été adorable parce que on n'avait pas terminé. Elle m'a proposé de revenir la semaine d'après. Mais pour la première partie que j'ai pas voulu refaire, je n'ai jamais fait autant de post-production. J'ai refait des questions et tout parce que je passais pour un idiot. Voilà. Chose que je fais quasiment jamais. C'est-à-dire que l'épisode qui dure 2 heures, il doit durer 2h02 peut-être, ou 2h05. Je fais très très peu de post-prod parce que j'ai pas envie. J'écoute tout, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Mais par contre, voilà, finalement, c'est le plus gros fail que j'ai eu. Après, je suis... tu vois, quand j'ai rendez-vous à Paris, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que je fais ça par passion. Je fais ça, je suis pas payé, je gagne pas d'argent avec le podcast, et je vais à Paris 1 fois par mois pour rencontrer sur mes deniers perso. Donc, et j'ai tellement peur qu'il y ait de laisser un aléa. Quand j'ai rendez-vous le matin, je viens la veille. Tu vois, parce que j'ai pas envie d'être en retard. Je viens 1 demi-heure avant. J'ai envie que ça soit cool, quoi. Voilà, d'être tranquille. J'ai pas envie de me stresser. Moi, je suis très, si tu veux, je vais par exemple pas regarder mes mails avant un podcast, que potentiellement il y a une mauvaise nouvelle qui peut arriver sur un mail. Alors tu vois, j'ai envie d'être zen, serein, être dedans, quoi. Voilà. Et quelle leçon t'as retiré de ce fail avec cet invité? Rien, aucune, parce que j'en fais encore. J'en fais encore, je fais encore des fails, j'ai encore des épisodes où je suis incroyablement idiot dedans. Je pose des questions. Tu vois, alors il y a un épisode qui va sortir bientôt avec Idriss Aberkan. Ouais. Après il a été controversé, mais il a 3 thèses. Enfin, c'est un génie. Pour moi, c'est un génie. Et tu vois, j'ai lu son bouquin, j'ai fermé son bouquin, et je me suis dit putain, tu n'as rien compris. C'est mal parti. Je n'ai rien compris. Donc évidemment, ça a été facile. Je lui ai dit, tu peux me pitcher ton bouquin, voilà. Et donc moi je lis. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que moi je lis sur Kindle. Pourquoi ? Parce que le Kindle permet de faire des copier-coller après directement dans Evernote. C'est ma façon de travailler. Et parce qu'il faut comprendre, je veux dire, un podcast, c'est quand même, moi, je veux dire, j'essaie de respecter s'ils ont écrit, alors pas des gens comme Franz-Olivier Gisbert qui a écrit 30 bouquins, mais par exemple des gens comme Philippe Croison, que j'ai adoré, celui qui est sans bras et sans jambes. Il a écrit 3 bouquins, j'ai lu 3 bouquins. Dorine Bondoton, elle a écrit un bouquin, je l'ai lu. Tu vois, je respecte toujours, je trouve que c'est la moindre des choses. Ouais. D'abord, ça me permet Marc Battard, c'est pareil. Ça me permet de m'immiscer dans leur vie, de comprendre. Mais comme c'est des bouquins ou des romans ou des bouquins de leur vie, c'est facile. Mais Idriss, c'est des bouquins de biomimétisme, de neurosciences, etc. Donc, j'ai un peu rien compris. Mais sinon, j'ai quand même fait un super épisode parce que je suis allé là où je savais que je pouvais aller. Voilà, il y en a qui sont meilleurs que moi largement à faire de l'éthologie, de la philosophie ou ce que tu veux, quoi. Ton but, c'est de comprendre en tant que Frédéric Azoulay et de nous faire comprendre aussi, auditeurs et auditrices. Et puis, on est tous l'idiot de quelqu'un ou l'intelligent de quelqu'un. Et puis, je me dis, en toute modestie, si moi je le comprends pas, et si derrière si j'ai des milliers d'auditeurs qui comprennent pas non plus, on va où J'ai pas envie de lâcher tout le monde, ça sert à rien, quoi. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu nous réserves en 2021 avec la combinaison ? Alors, 2021, je sais pas trop. Enfin, je sais en fait, mais je sais pas si je vais y arriver. Mais bon, c'est encore un défi que je me suis lancé. J'ai eu pas mal de messages sur des gens qui me disent on n'a pas parlé d'ailleurs sur la durée du podcast. Les podcasts sont assez longs parce que je vais aller au fond des choses. Je pense pas qu'on puisse faire une combinaison. Si tu veux, quand tu vas démonter une montre, tu la démontes pas ou tu la jettes par terre et elle se démonte toute seule, ou tu prends ton temps et tu démontes vis par vis et ça prend du temps. Donc moi, je démonte vis par vis les auditeurs que j'ai. Et si tu veux, donc je suis sur un format quand même d'1h30, 2 heures. Bon, ça c'est une chose. Mais on m'a dit, tu devrais faire des épisodes un peu plus courts. Bon, mais je peux pas interviewer quelqu'un en 20 minutes, quoi. C'est difficile, quoi. Donc j'ai eu l'idée de faire des épisodes sur des histoires de gens que je peux pas interviewer ou qui sont morts. Ou dans une entreprise qui n'existe plus, ou des entreprises qui sont trop grosses, etc. Et donc, je vais résumer leur vie, mais de façon cool. Pas la façon Wikipédia, pas la façon... voilà. Tu vois, ça va durer à peu près une vingtaine de minutes. J'ai parlé de Lego tout à l'heure, voilà, ce genre de truc. Lego, par exemple, ça sera l'idée, parce que je trouve que c'est intéressant.
Ouais, Lego, ça se prête bien aussi au démontage et au montage. Mais je vais faire Airbnb aussi, ça se prête bien. RG, parce que je suis un fou de Tintin. Ouais. Voilà, aujourd'hui, RG, le gars, il est mort en 1983. Tu vas en Belgique aujourd'hui, les Tintins, c'est encore devant tout le monde, devant toutes les... Pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ne voient pas Frédéric, moi je le vois, on enregistre cet épisode à distance, mais on est en visio aussi à côté. Derrière Frédéric, littéralement, il y a une étagère remplie de figurines de Tintin, de Capitaine Haddock, de Professeur Tournesol. Donc, c'est pas une blague. Quand Frédéric est passionné, il est passionné, ça se voit. Ouais, c'est vrai. Écoute, c'est ma génération. Et puis Tintin, c'est quelqu'un qui m'a accompagné toute ma vie, quand j'étais triste, quand j'étais super gai. J'y retourne tout le temps. Ouais, je les ai maintenant je te dis sur l'iPad. Mais n'importe où, quand je fais un vol, par exemple Paris-Marseille, j'ai 1 heure, je n'ai pas envie de travailler, boum, je me fais un Tintin. Bah, c'est vrai que Tintin, il porte aussi des qualités de curiosité, d'exploration, il est intrépide, donc on peut comprendre que ça t'inspire compte tenu de ta personnalité aussi. Ouais, mais ma plus grande passion dans Tintin, c'est Milou. J'adore Milou. J'ai une étagère complète de Milou, j'ai que des Milou. J'adore parce que j'adore ce chien. Voilà. Pourquoi tu l'adores ? Je sais pas, il me fait marrer. Il me fait marrer, il a sa tête, il me fait marrer. C'est ta mascotte. Ouais, c'est ma mascotte, ouais. Trop bien. Et du coup, depuis le début de la conversation, t'es hyper positif, t'es tout sourire, tu me parles beaucoup de passion, etc. Mais parfois, il y a des trucs qui t'énervent, il y a des trucs qui te font chier. Ah oui, bah oui, grave, ouais. Ah oui. Écoute, en vieillissant, on s'assagit, mais j'étais quand même quelqu'un d'assez impulsif. Je trouve que j'apprends de plus en plus à faire le sas. Le sas, pour moi, c'est-à-dire que quand tu dois dire les choses, il faut passer dans un sas avant de les dire. Ouais. Tu vois, tu peux pas les dire cash. Voilà. C'est ça. Bon, alors tu peux appeler ça le sas, tu peux appeler ça le management, mais le management que tu vas adopter avec tes enfants, avec ta compagne, avec tes parents, voilà. Mais ça n'empêche pas qu'il y a plein de choses qui m'énervent. Hein. J'aime pas les gens qui sont en retard. J'aime pas les gens qui me racontent des histoires. J'aime pas les gens qui travaillent pas. Il y a un truc qui. Je suis un gros travailleur. Je n'ai aucun respect pour ceux qui se lèvent à pas d'heure et qui cherchent pas à faire quelque chose de leur vie. Ça m'énerve, quoi. Ouais. Mais après, c'est une question d'éducation, d'intolérance, peut-être. Moi, j'ai été une éducation où à 10h du matin, mon père faisait les gros yeux parce que même quand je sortais en boîte et que je me couchais à 5h, il fallait qu'à 10h, je sois debout, quand même. Il fallait assurer derrière, ouais. Ouais. Et voilà, j'étais... Ouais. Est-ce que, pour revenir, pour enchaîner sur des questions perso de la combinaison, est-ce que si tu devais changer un truc dans ta vie, ça serait quoi ? Dans la combinaison ou dans ma vie ? Dans ta vie. Pilote de ligne. D'être allé au bout de ton rêve de pilote de ligne ? Ouais. Si je devais refaire ma profession, tu me dirais... Alors, changer pas grand-chose parce que c'est compliqué comme question de savoir changer parce que ça voudrait dire que je vais changer, mais en gardant le personnel. Parce que si je change, je reviens en arrière. Si je reviens en arrière, il y a les questions d'enfants et compagnie. Je réécrirai quasiment rien. Surtout que j'ai la chance d'avoir quand même encore mes parents qui sont assez vieux, en bonne santé, etc. Donc j'ai pas envie de changer grand-chose, parce que je trouve que voilà. Mais sinon, au niveau du boulot, pilote de ligne. Ouais, je serai pilote de ligne. Est-ce qu'il y a une décision qui a été difficile à prendre, mais que tu regrettes pas ou qui a changé ta vie ? Une décision difficile à prendre ? Non, j'ai pris des décisions qui ont changé ma vie. Je t'ai parlé de chance tout à l'heure. Ouais. Des décisions que j'ai pas prises, qui ont changé ma vie. J'ai une décision que j'ai pas prise, que je regrette. Il y a des années, si tu veux, sur Internet, moi j'ai été, on a parlé rapidement, j'étais sur Internet en 1991, la création de la boîte. Tu te connectais à Paris, sur des BBS à l'époque. Après il y a eu Internet, tu avais un forfait qui coûtait, je sais pas, une fortune pour 3 heures par mois. T'imagines, hein ? Et je commence à créer des petits sites en HTML, tout ça. Et puis j'ai un gars qui a fabriqué des machines pour nettoyer les endoscopes. Et alors je me souviens plus comment elle s'appelle, la boîte. Et c'est un client à moi, j'imprimais pour lui. Et il m'a dit, écoute, tu t'y connais en Internet, si tu veux. Écoute, je te donne 25% de la boîte. Et on s'associe. Et tu montes, tu m'aides sur ça. Et tu développes, toi, les sites et compagnie, parce que je crois dans ça. C'était plus tard que 91, hein, mais c'était avant l'explosion d'Internet. Avant le 2000, évidemment. Et puis, tu sais, la tête dans le guidon, j'ai dit non.
Et ce type, il a tellement monté la mayonnaise, il est parti vivre aux États-Unis, sa boîte a été cotée en bourse. Je me souviens plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Et c'est un milliardaire aujourd'hui, quoi. Wow. Ouais. C'est un milliardaire aujourd'hui. J'aurais eu 25% de ça, donc voilà. Ouais, j'imagine. Mais j'aurais fait autre chose aussi. Tu regardes ce moment-là, ce moment charnière, en disant si j'avais pris l'autre direction, à quoi ressemblerait ma vie aujourd'hui ? Ouais, mais tu sais, il faut pas regretter parce que tu peux prendre une direction d'un autre côté et d'un autre côté avoir un mur ou un caillou que t'as pas vu et tu peux te prendre un mur aussi. Ce qui est fait est fait et voilà, et donc ce qui est fait est fait. Pour enchaîner avec des questions un petit peu plus légères, c'est quoi le bouquin que tu lis en ce moment sur qu'est-ce qu'il y a comme bouquin ou comme Kindle sur ta table de chevet? Alors j'en ai deux, un que j'ai pas encore lu et un que je suis en train de lire. Alors celui que je suis en train de lire, c'est Génération IA d'Alexandre Pachowski, parce que c'est un que j'ai reçu dans le podcast, il me l'a dédicacé et j'ai trouvé adorable, il m'a fait une super dédicace et je suis en train de le lire. C'est donc, on parle d'intelligence artificielle au travers des séries télé et des films. Et l'autre, c'est un bouquin sur la vie de Bruce Springsteen, mais qui est plus un bouquin de management. D'accord. Que j'ai acheté, que j'ai pas encore attaqué en fait. Trop bien. Voilà. Et autre question. Et puis je suis en train de me remettre du bouquin d'Idriss Aberkan, où j'ai rien compris. C'est quand même vendu, et entre nous, tu vois comme quoi, qui s'est quand même vendu à 350 000 exemplaires. Et je pense qu'il y en a quand même 349 999 qui ont compris quelque chose. Comme quoi, je suis unique. Hein, donc voilà. Alors, ouais. Dis-moi. Et du coup, je sais que tu es fan de citations. À chaque fois qu'on discute tous les deux, tu m'en sors au moins une ou deux que je note sur un petit papier très sagement parce que j'aime bien aussi. Si tu devais choisir une citation qui illustre ta vie, ton parcours, ça serait laquelle ? J'en ai plusieurs. Je t'ai dit que j'étais un gros travailleur. C'est soit peut-être Thomas Edison qui a dit le talent c'est 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Mais sinon peut-être celle d'Einstein qui disait je n'ai aucun talent particulier, je suis juste passionnément curieux. Pas mal. Je pense que ça me vraiment ça me va bien. Ouais, en toute humilité, c'est bien d'avoir Einstein comme rôle modèle. Moi, ça me convient bien. Mais surtout qu'il était bidon à l'école, Einstein. Ouais. Il était nul à l'école, donc c'est vraiment... ouais. Et une dernière question avant de passer à la combinaison. Ouais. Je sais que ton père a eu beaucoup d'importance pour toi et qu'il t'a donné beaucoup de conseils, de bons conseils. Quel est le meilleur conseil qui t'ait jamais donné ? Fais attention. Fais attention ? Ouais. Mais mon père, c'est ça. C'est-à-dire que si tu veux, quand tu sors de l'école, comme moi, j'avais pas d'expérience, hein, quand tu sors de l'école et que tu rentres dans l'entreprise, tu peux vite te faire écorcher dans ce chemin-là parce que tu vois pas tu vois pas les embûches en fait. Et mon père a toujours été là pour me préserver et me dire attention, tu sais presque attention Dodane. Voilà. Attention, voilà. Et puis, quand tu prends trop vite un dodane, soit tu vas te taper la tête sur le toit et tu vas te faire mal, soit tu vas te tanker complètement. Et ça a été, il a toujours été là pour me dire attention, de la méfiance en fait. Et c'est bizarre parce que c'est vrai que j'ai ce côté. C'est pas une question de peur. Il y en a qui te disent qu'avoir peur, c'est mourir 1000 fois. Il y en a qui disent que c'est même pire que la mort, d'avoir peur tout le temps. Non, c'est pas une question de peur. De faire attention. J'ai beaucoup joué aux échecs, par exemple. Et tu vois, le principe même de la partie d'échecs, c'est de quand tu te mets avec tes blancs ou tes noirs, c'est d'aller prévoir. Plus tu es bon, d'ailleurs, plus tu vas y arriver. C'est d'aller prévoir ta partie jusqu'à la fin. C'est le principe. De regarder tous les coups. Le problème, c'est que tu ne laisses pas de place à la sérendipité ou tu ne laisses pas de place à l'action qui peut arriver parce que tu essaies de tout prévoir et malheureusement, de temps en temps, ça ne se passe pas comme tu veux. Mais je suis quelqu'un, je préfère les bonnes surprises que les déceptions ou les mauvaises surprises. Si je dois passer à la question traditionnelle que tu poses à la fin de tous tes épisodes et tes invités, c'est à ton tour maintenant. Du coup, ce podcast s'appelle La Combinaison parce que tu cherches à comprendre la combinaison des éléments qui a amené
à la personne qu'on a devant les yeux, que tu as devant les yeux et qu'on écoute. Du coup, c'est quoi la combinaison pour devenir Frédéric Azoulay ? Alors, la combinaison pour devenir Frédéric Azoulay, si tu veux, pour aider mes invités, je leur donne quand même quelques trucs. Et je leur dis, pour ceux qui connaissent bien, je leur dis quelle est la combinaison pour devenir Frédéric Azoulay ? Du travail, du talent, des opportunités saisies, de la chance, de la résilience, de la persévérance, de la curiosité, etc. J'ai fait exprès de ne pas dire tout ça parce que tu te connais, c'est à toi de me répondre. Mais c'est pour ça que maintenant je vais l'expliquer, parce que là j'ai l'occasion, en passant sur ce grill, de l'expliquer. Je crois que d'abord, cette liste, elle a évolué au fur et à mesure. Il y en a d'autres qui me disent de l'amour ou de l'amitié. Enfin, il y a plein de gens qui me disent ce genre de choses. Si on les reprend, il y a des choses sur lesquelles je peux influer et sur des choses sur lesquelles je ne peux pas influer. Par exemple, tu vois, le travail, je pense que je ne suis pas quelqu'un qui suis très bon. Donc, encore une fois, on peut parler du syndrome de l'imposteur. Je vais compenser par du travail. Ce que je ne sais pas faire, je vais l'apprendre. Et il y en a qui vont l'apprendre très vite, et moi, je vais l'apprendre en travaillant. Donc, pour moi, déjà, la première chose de la combinaison, c'est du travail. Ouais. Du talent, c'est pas à moi d'en juger. Et j'en sais rien, et je pense franchement pas que je casse 3 pattes à un canard. Donc, voilà. Des opportunités saisies, oui, parce que même si mon père m'a toujours dit « fais attention », ce qui me terrorise, c'est de rater l'opportunité. Ouais. C'est le regret, en fait, plutôt que le remords. Voilà. De la chance, je crois que j'ai été suffisamment éloquent pour le dire. De la chance, oui, j'en ai eu toute ma vie. Et Dieu merci, parce que... Alors, j'ai une phrase qui est sympa aussi. J'ai une citation que j'ai oublié de dire, qui me caractérise souvent aussi. C'est un coup de chance ne fait pas un chanceux, comme un coup de soleil ne fait pas un bronzé. C'est vraiment le truc. Voilà. Donc j'ai des coups de chance, mais ça veut pas dire que je suis chanceux. C'est juste. C'est Trigano du Club Med qui a dit ça. De la résilience, parce que effectivement, la résilience. D'abord, j'ai une patience énorme et même je suis très bricoleur, très bricoleur, et je peux passer 3 heures à réparer quelque chose sans voir le temps passer, parce que voilà. Et tant que c'est pas terminé. Donc ça va aller avec la persévérance juste après. Je continue tant que c'est pas terminé. Je déteste l'inachevé, en fait. Voilà. De la curiosité, encore une fois, je pense que je l'ai assez bien démontré. Et l'autre ingrédient, le dernier ingrédient peut-être que j'ai pas cité, c'est la passion, quoi. C'est vraiment, je veux vraiment montrer aux gens que je fais ça. Ça m'énerve un peu de dire ce que je suis en train de dire, parce que ça fait genre message politique, etc. Les mecs qui sont là, des magots. Non. Je fais juste ça parce que ça me plaît, et que si ce que je fais me plaît et que ça plaît aux autres, ben c'est le top, quoi. Je veux dire, je suis super content. Voilà. Je fais vraiment quelque chose qui me plaît. Et qu'est-ce que tu aimerais bien demander aux auditeurs, aux éditrices qui viennent d'écouter cette conversation ? Tu aimerais bien les inviter à faire quoi ? J'aimerais bien les inviter à m'envoyer plus de messages, comme ils m'en ont envoyé beaucoup déjà, mais plus de messages. Chaque message, je le lis. Chaque message, je l'apprécie, je le montre aussi. Quand je reçois des super messages, je les montre à ma sœur, je les montre à ma compagne, je les montre à mes enfants. Oui, chaque message, c'est... Voilà, après, j'ai pas toujours eu que des super messages, parce que si tu veux... Alors, chaque message, ça fait super plaisir. Par contre, le demi-message, tu sais, on est toujours aussi... Alors, j'ai pas beaucoup de messages négatifs dans le podcast, heureusement, mais bon, on est toujours intéressé plus par les trains qui arrivent en retard que ceux qui arrivent à l'heure. Mais chaque message que je trouve négatif, je le prends comme un coup de poignard. Alors je fais attention. Je te donne juste un exemple. Alors c'est pas un message négatif du tout, mais c'est j'ai sorti un moment les teasers d'1 minute pour montrer ça. Et puis j'ai eu des avis comme quoi c'était pas génial, parce que ça polluait un peu le fil d'actualité du podcast. Et puis du coup, ni une des deux, je les ai enlevés, parce que je voudrais. Alors je peux pas contenter tout le monde, mais puis voilà. Et puis il y en a qui vont dire que je suis pas ceci ou trop comme ça, ou pas assez ceci. Écoute, de toute façon, je fais de mon mieux, et puis peut-être que je vais m'améliorer mais je le fais de mon mieux, en fait. Voilà. Trop chouette. Bon, merci Frédéric pour cette discussion. Écoute, je passais un super moment, franchement, de ce côté. Je passais un super moment, j'espère que toi aussi. Moi aussi, c'était chouette de pouvoir en savoir un peu plus sur la combinaison de Frédéric Azoulay. Et puis, ça m'a bien fait marrer de te faire
passer l'exercice, passer au grill comme toi tu le fais avec tes propres invités, avec la combinaison. À très bientôt. Tu sais que tu n'es pas n'importe qui pour moi. Il n'y avait qu'une personne qui pouvait faire cet exercice avec moi et je t'ai confié ma vie. Voilà. Sans drama. À très bientôt. À bientôt.